Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'Histoire. Il y a des soirs où on aborde des sujets qui nous semblent importants en termes de responsabilité. On y va avec toute sa modestie, toute son humilité. Tous les sujets se valent, c'est vrai, parce qu'on construit ensemble notre mémoire, avec tous les personnages, tous les faits, tous les événements, mais il y a des temps forts. Il y a des gens qui ont eu du mal à être identifiés de leur vivant. C'était des ovnis, des personnes qui sont apparues dans l'histoire, souvent à la vitesse d'étoiles filantes. Thomas Sankara en fait partie. On n'a pas la prétention dans cette histoire de vous faire savoir tout ce que l'on peut savoir sur Thomas Sankara. Non, on va simplement aujourd'hui nous appesantir pour comprendre qui il était, d'où il venait et qu'est-ce qui s'est passé entre le 4 août 1983, date à laquelle il arrive au pouvoir à la tête d'un groupe de sous-officiers, et le 15 octobre 1987, date à laquelle il est assassiné. Qui était Thomas Sankara? D'où venait-il? Quelle était sa formation idéologique? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec l'une des personnes qui a le plus travaillé sur le sujet, parce que parmi les biographes de Thomas Sankara, il est celui dont l'œuvre a eu le plus de retentissement, le plus d'écho. Celui qui parle le plus, celui aussi qui en a fait un combat et qui s'en occupe notamment à travers un engagement d'archivage sur Internet. Vous pouvez retrouver son site dont il parlera tout à l'heure. C'est l'invité de l'histoire d'aujourd'hui, c'est Thomas Sankara, avec pour invité Bruno Jaffray, qui, depuis maintenant 1989, travaille sur la question Sankara. Bonjour et merci de votre invitation. Je vous en prie. Comment vous arrivez à ce sujet-là? Disons que c'est un concours de circonstances. J'avais vécu 2 ans en Côte d'Ivoire et à mon retour, je voulais en parler. J'ai eu l'opportunité de pouvoir écrire un article. J'étais membre du Parti communiste à cette époque-là. Ils m'ont laissé des colonnes pour parler de ce pays. Et alors que je retournais en Côte d'Ivoire, où j'avais fait 2 ans comme volontaire du service national, comme professeur de mathématiques, alors que j'y retournais en juillet 83, le journaliste m'a demandé de rencontrer Thomas Sankara. Donc ça a enchaîné toute une série de... D'abord, j'ai réussi à le rencontrer. On va passer sur les détails de cette rencontre. J'ai passé 3 heures avec lui. Et donc, il m'a beaucoup impressionné. Et tout s'est enchaîné. Je me suis dit qu'après cette rencontre et le fait que je connaissais un peu le sujet, en tout cas, j'avais compris quel genre de personnage c'était. Je me suis mis au travail et tout s'est enchaîné. Je suis venu pendant la Révolution. J'ai été invité comme formateur en informatique. Ensuite, j'ai voulu écrire de plus en plus. J'en ai été amené à écrire un premier livre qui s'appelle Les années Sankara, de la Révolution à la rectification, en 89. Et puis, ça s'est enchaîné, la biographie, le travail d'archivage nécessaire qui n'est malheureusement pas fait dans son pays, etc. Et tout ça s'est enchaîné. Et aujourd'hui, effectivement, je rassomme une somme de travail tant que je suis encore en vie, mais c'est quand même le résultat d'un travail collectif. Donc je suis simplement... Vous avez été fasciné par le personnage, au point qu'aujourd'hui, j'imagine que ça vous prend beaucoup de temps, en dehors de votre activité principale aujourd'hui, qui est... Je suis ingénieur de recherche dans les entreprises françaises, mais pas du tout dans la sociologie ni dans l'histoire. Et donc oui, ça me prend la plupart de mes loisirs, et oui, ça me prend beaucoup de temps. Quels sont vos rapports avec la famille Sankara? Je fréquente, j'ai des rapports, disons, avec la famille Sankara assez réguliers. Votre travail, ils l'ont accepté oui, ils l'ont accepté, ils y ont participé. Ils ont, je pense, aussi appris des choses. Et voilà, tout le monde, c'est un travail un peu collectif. Il y a des gens de la famille qui m'ont amené beaucoup de choses. C'est un travail qui comme il n'y avait pas d'archives, c'est beaucoup basé sur un certain nombre d'interviews. Vous donnez des conférences? Oui, je donne des conférences. Bon, oui, c'est normal, hein, parce que et je suis effectivement content d'en parler parce que c'est le résultat d'un travail et petit à petit je me suis rendu compte de l'importance que ça avait. Et vous vous battez aussi pour un travail de réparation au niveau judiciaire. Voilà, avec d'autres, on a lancé une campagne Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique. Donc ça fait un peu la suite d'une première campagne qui s'était beaucoup adressée à l'ONU et qui engage des actions judiciaires au Burkina Faso. Et nous avons décidé de porter
porter les choses en France et nous essayons d'obtenir une enquête parlementaire, une demande ayant été déposée déjà par les députés du Front de gauche et d'Europe Écologie. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec des historiens burkinabés, d'autres biographes burkinabés ? On ne peut pas dire qu'on travaille en collaboration, chacun travaille. Bon, c'est un de mes soucis d'essayer de créer un endroit où tous les gens qui travaillent se rencontrent. Et mais je les connais, en tout cas tous ceux qui ont écrit sur Thomas Sankara, je les connais, nous échangeons, de mon point de vue pas suffisamment, mais il y a aussi des gens, par exemple, tout récemment j'ai reçu un manuscrit qui vient des États-Unis, et je sais qu'il y en a un autre en préparation, et tous ces gens-là, nous échangeons pour améliorer le travail. La connaissance Sankara, peut-être, on va entrer dans le vif du sujet tout à l'heure, mais j'ai envie de savoir, vous allez toujours au Burkina ? Oui, j'y étais la dernière fois en octobre 2012. En octobre 2012, oui. C'est assez récent. Oui, c'était pour l'anniversaire autour du 15 octobre, oui. D'accord. Comment est vécu Sankara aujourd'hui au Burkina ? C'est la référence. En tout cas, de la jeunesse, c'est largement la référence. C'est quelqu'un qui porte le combat social au Burkina. Il est la référence d'hommes politiques qui se réclament du sankarisme, mais aussi d'autres. Et c'est effectivement un personnage central dans le pays et de plus en plus dans toute l'Afrique. Et un petit peu aussi en Europe et en Amérique, puisque c'est aussi devenu un espèce de porte-parole des altermondialistes grâce au discours sur la dette où il explique des choses que les altermondialistes vont reprendre 20 ans après. Vous le dites si bien. Pour l'instant, on parlait de vous, Bruno Jaffray. Maintenant, on va parler de Sankara, l'homme du discours d'Addis Abeba sur la dette africaine. On ne va pas se perdre dans cette émission dans de nombreuses illustrations. Il y a tout sur Internet. Aujourd'hui, on parle de multimédia. La télévision fait sa part. On réveille un personnage, on réveille des consciences et on donne des clés de compréhension. Ensuite, il y a des livres, il y a des sites Internet, il y a beaucoup de choses qui existent où vous pourrez aller voir ça. Aujourd'hui, on va causer, on va faire un peu de radio aujourd'hui parce que je vais vous laisser vraiment le temps de nous expliquer qui était Sankara, quelle était son idéologie et qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans, le tremblement de terre qui est parti du Burkina Faso. Regardez ce discours, il résume le personnage. Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour, comme s'il y avait des hommes dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Ces bailleurs de fonds nous ont été conseillés, recommandés. On nous a présenté des montages financiers alléchants, des dossiers. Nous nous sommes endettés pour 50 ans, 60 ans, même plus. C'est-à-dire que l'on nous a amenés à compromettre nos peuples pendant 50 ans et plus. Mais la dette, c'est sa forme actuelle. Contrôlée, dominée par l'impérialisme. Une reconquête savamment organisée pour que l'Afrique, sa croissance, son développement obéissent à des paliers, à des normes qui nous sont totalement étrangères, faisant en sorte que chacun de nous devienne l'esclave financier, c'est-à-dire l'esclave tout court, de ceux qui ont eu l'opportunité, la ruse, la fourberie
de placer les fonds chez nous avec l'obligation de rembourser. C'est cet homme, on est en juillet 1987, 3 mois avant son assassinat. Autant dire que ce discours a un retentissement extraordinaire. On le voit dans l'assistance, on voit les regards de ses pairs, chefs d'État africains. On n'est même pas capable de penser qu'aujourd'hui, en 2013, il y ait un seul d'entre eux qui puisse parler avec ce que d'aucuns considéraient comme de l'arrogance de la part de celui que d'autres encore appelaient agitateur. Peu importe, on ne va pas lui coller des étiquettes aujourd'hui. On va décrypter son parcours. Commençons par le commencement. Pas encore sa naissance, mais son arrivée sur la scène politique, le 4 août 1983. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là et comment se déroulent les choses? Alors en fait, le 4 août 83, c'est pas son arrivée sur la scène politique, c'est en fait l'épilogue du mouvement politique et social de ce qu'on appelait alors la Haute-Volta, qui dure depuis une vingtaine d'années. Le premier président renversé par des manifestations populaires, c'est en 1968. Donc en 1966, excusez-moi. Donc il va y avoir un certain nombre de péripéties politiques sur lesquelles on ne va pas parler, mais disons qu'à chaque étape, il y avait soit des partis politiques, soit des personnalités politiques qui exerçaient le pouvoir et qui étaient petit à petit déconsidérés parce qu'on retrouvait toujours la même gabegie, si ce n'est une exception avec un moment une espèce de rigueur économique, mais ça n'a pas duré pour des raisons politiques. Et on arrive donc au premier coup d'État militaire en 1980, et là, si les éclaircissements politiques ont eu lieu parmi la classe politique jusqu'en 1980, c'est-à-dire les partis comme le RDA et des scissions du RDA sont finalement de fait écartés de la vie politique, on arrive maintenant à des règlements de compte, à des écartements de clans de l'armée, à des mises à l'écart, on va dire, de clans de l'armée, et surtout à l'apparition de forces politiques nouvelles dans le pays. Donc à partir de 1980, voilà, l'armée est au pouvoir. Voilà, il y a eu une succession de coups d'État militaires, l'armée au pouvoir, mais il y a toujours, j'y reviendrai, des rapports politiques étroits entre des militaires et des anciens étudiants, parce que ces gens-là se sont côtoyés dès leur plus jeune âge. Et si on parle simplement du groupe d'officiers qui accompagnent Sankara, ils ont toujours eu des rapports avec des militants d'extrême gauche, ils ont eu des discussions politiques, ils ont eu des échanges, des négociations, ils se sont connus, des amitiés, des aides. Donc vous dans la parlez d'un clandestinité. pays qui est déjà à partir de la fin des années 70 et dans une ambiance révolutionnaire. Voilà. L'ambiance des pronunciamientos à la sauce sud-américaine un petit peu, des coups d'État à répétition. Et souvent ça a comme conséquence d'installer une espèce d'éclatement de l'armée au pouvoir. C'est-à-dire que ce sont des réseaux contre d'autres réseaux. Et Sankara, il arrive à ce moment-là à la tête d'un mouvement de jeunes officiers progressistes. De jeunes officiers progressistes. Comment il s'impose à la tête de ce... À partir de quel moment? Est-ce qu'on le sent, son leadership est impressionnant, il s'impose très tôt. Alors en fait, bon, ça c'est difficile à discerner, mais il est assez rapidement, il fait un peu comme s'il faisait du syndicalisme dans l'armée. Et donc lui-même, quand il est encore que sous-officier, il n'hésite pas à aller voir le chef de l'armée, qui était le général Lamizana, pour revendiquer par exemple une pompe à eau pour ses soldats. Et ensuite, il est à l'initiative de la création d'un commando d'élite, il se bagarre pour ça, il est nommé à la tête, et donc il a donc un certain charisme pour son action au sein de l'armée, il est connu en tant que tel au sein de l'armée, mais il a un charisme personnel qui fait qu'il attire les gens vers lui. Bon, on ne va pas décrire, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement attachant. Et donc, il attire toute une série de gens autour de lui. Et donc, en 1980, il y a effectivement ces conflits entre militaires, mais il y a surtout en permanence des grèves dans les syndicats dont des militants d'extrême gauche ont pris souvent la direction. Et donc, il y a un mouvement. On est dans une situation pré-révolutionnaire, si vous voulez. Gauche, comment elle arrive Alors, ce sont en fait des étudiants qui ont vécu post-68, soit en France, soit à Dakar. Et donc, ils ont vécu, ils se sont nourris dans la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, et aussi à Dakar, où il y avait une forte université importante. Et ces gens-là rentrent
au pays, ils deviennent soit enseignants, soit souvent ils rentrent dans des entreprises publiques ou même parapubliques et ils se bagarrent avec d'autres couches politiques pour prendre la direction des syndicats. Et c'est comme ça qu'on est dans un mouvement, dans un combat qui dure depuis 1980. À quoi ressemble la Haute-Volta à ce moment-là? Et à quoi sert-elle dans le giron français dont on sait que le pays important de la région, c'est la Côte d'Ivoire? Alors, la France table beaucoup sur la Côte d'Ivoire, qui est un pays riche, qui est un peu industrialisé, qui a des richesses naturelles de par sa capacité à faire pousser toutes sortes de cultures d'exportation. Et la Côte d'Ivoire sert beaucoup, en fait, comme réservoir de main-d'œuvre. Et donc, depuis le Burkina, la Haute-Volta, pardon. Et même c'était même un des conflits d'Houphouët-Boigny avec les colons français, c'était de bénéficier de cette main-d'œuvre. Donc c'est quelque chose qui remonte à assez loin. Et ça continue au cours aujourd'hui, puisque de tout temps, les Burkinabés, les Voltaïques, ont travaillé en Côte d'Ivoire, dans les plantations, mais aussi dans toute une série de petits métiers, parce que le pays est très pauvre. Vous m'avez demandé où en était la Haute-Volta, il y a à peu près 90% de la population qui vit dans les zones rurales. Et la culture dans un pays sahélien, le travail dans les champs dure 3 ou 4 mois de l'année. Et le reste du temps, ils vont travailler en Côte d'Ivoire, ils ramènent de l'argent pour la famille, etc. Et nous avons en gros 80% de la population qui est analphabète. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle la vie politique se fait dans les grandes villes. Et c'est pour ça que les anciens étudiants ont une place si importante dans la vie politique. C'est parce que c'est eux qui vont faire la vie politique dans la capitale. On parlera un peu de la paysannerie. Le Burkina vit à la fin des années 70 ce que d'autres pays africains ont vécu dans les années 50, avant l'indépendance. Parce que, en quelque chose, c'était un pays attelé à la Côte d'Ivoire qui n'a pas porté son mouvement national lui-même. Oui. Il y avait quand même des dirigeants. Coulibaly. Oui, il y avait Ouézin Coulibaly qui était un dirigeant du RDA. Il y en a eu d'autres. Donc il y a eu pendant un moment la Haute-Volta a été supprimée pour être découpée en plusieurs manières. Donc le RDA avait en particulier dans le sud du pays, ce qui est dans la zone de Bobo-Dioulasso d'aujourd'hui, avait des militants du RDA. Le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui au début était un parti révolutionnaire avant que Houphouët-Boigny change de camp en 1950 pour s'arranger avec les Français. C'était un parti révolutionnaire et il avait en son sein des militants aguerris. Et donc ces gens-là aussi en Haute-Volta, c'est eux qui ont créé les premiers, on va dire, les premiers cadres politiques du pays après l'indépendance. Voilà. Et donc il y avait très peu d'industrie. C'était un pays essentiellement agricole, peu d'exportation. Il y avait juste quelques montages de vélos, la bière, comme vous voyez dans les pays très pauvres. Et il n'y a jamais eu, si vous voulez, de dirigeants qui a pris à bras-le-corps les problèmes de développement. C'est pour ça aussi que les dirigeants politiques ont été déconsidérés, c'est qu'il y avait un espèce de parlementarisme où ces gens-là se livraient à des joutes à l'Assemblée nationale et le pays, pendant ce temps-là, ne se développait pas. C'était comme un pays qui ne s'était pas affirmé par lui-même jusque-là, puisqu'il appartenait à la Grande Fédération jusqu'en 1947, et puis c'est trop tardivement que le sentiment national, peut-être, va naître. Il a toujours été là. C'est-à-dire qu'à l'indépendance, comme dans tous les pays de la région, il y a un grand espoir, il y a toute une série de dynamisme qui n'est pas exploité. Donc, en fait, c'est Sankara, on peut le dire comme ça, qui va réveiller ce sentiment national qui était refoulé. Absolument. On a des hommes politiques importants au Burkina, comme Kizerbo, par exemple, qui est un dirigeant qui était connu dans son pays, plus intellectuel. Voilà. Mais ils ont un peu trop, peut-être, ils ont été déconsidérés à une époque, normalement au moment des coups d'État, où ils étaient considérés comme soutenant un des coups d'État militaires, qui s'est lui-même déconsidéré. Et donc il y a eu vraiment un éclaircissement politique. Et le 4 août, il ne reste en gros que 2 clans dans l'armée. Et au point de vue politique, les partis étant interdits, il reste en fait tous ces militants d'extrême gauche aguerris aux joutes politiques, pas forcément d'ailleurs à la gestion du pouvoir. Et c'est ces gens-là qui prennent le pouvoir le 4 août. Vous savez comment ça s'est passé. Il y a une organisation du coup d'État autour de Thomas Sankara. Et le 4 août, Blaise Compaoré, qui a été nommé par Sankara à la tête des commandos, alors que lui a eu un passage au gouvernement dont il a démissionné de façon fracassante. Et voilà. Et donc ils viennent. Il y a des civils qui participent à la prise de pouvoir, ce qui est assez peu su, pour limiter un peu l'idée du coup d'État militaire. On a peut-être besoin de s'arrêter un temps sur ce 4 août. Parce que c'est important pour la suite. Oui. Qui est président à ce moment-là ? On va rentrer dans les détails, on va prendre du temps, mais disons que c'est Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est un homme de consensus qui a été mis là
au précédent coup d'État. De 80. Voilà, non, plus tard, en 82, il y en a eu d'autres. Hein. Oui. Il a été mis en 82 parce qu'il faisait plutôt consensus, parce qu'il était plutôt un peu palo, même si c'était... Et il y avait les plus fortes personnalités, c'était Thomas Sankara et un autre militaire qui a été assassiné plus tard, qui s'appelle Sommeil-Orient et Fidel Guébré, je crois, des deux militaires qui, eux, dirigeaient le clan de droite. Et il y avait eux, et donc... Jean-Baptiste Ouedraogo a été mis là pour temporiser un peu par tout le monde. Le conflit, c'est pour ça que le 4 août... il est déposé dans quelles circonstances? Il est déposé donc, le 4 août 83, et c'est pour ça que c'est l'épilogue. Oui, bien sûr, il a la vie sauve, sinon ça serait... Donc, si vous voulez, il faut considérer ce 4 août 83 comme l'épilogue de toute cette période. C'est les révolutionnaires qui prennent le pouvoir. Ils ont à peu près éliminé tous ceux qui barraient leur route, et vraiment, cette révolution, elle est souhaitée dans les villes. En tout cas, à Ouagadougou, elle est souhaitée dans les villes et à Bobo. Dans les pays voisins, on n'a pas vu venir le mouvement, notamment le grand frère. C'est difficile à dire parce qu'il y avait quand même des éléments. Il y a eu beaucoup d'attaques parce que Sankara a fréquenté Kadhafi, donc il y a eu beaucoup d'attaques. Les Français, on soupçonne les Français d'avoir mis à l'écart Thomas Sankara, d'avoir poussé à la mise à l'écart de Sankara le 17 mai 83, hein, c'est-à-dire avant. Mais en fait, ça a créé l'effet contraire, c'est-à-dire que les gens ont manifesté quand il a été mis à l'écart. Les gens ont manifesté dans la rue pour demander sa libération. Il a été mis à l'écart de quelle manière ? Il a été arrêté et puis envoyé dans une ville de brousse. Et finalement, les gens ont manifesté. Et comme le pouvoir était extrêmement diffus, il n'était pas organisé, etc., il a été libéré. Et je peux vous dire que moi-même qui ai rencontré Thomas Sankara 15 jours avant sa prise de pouvoir, donc j'ai pu passer 3 heures avec lui alors qu'il était en résidence surveillée, je n'ai absolument pas été inquiété, ni en sortant de chez lui, ni à l'aéroport, ce qui montre de toute façon, alors que tout le monde savait qu'il préparait un coup d'État, enfin moi je m'en étais peut-être pas rendu compte, mais je veux dire, c'était évident maintenant que j'ai le recul, et donc tout le monde savait, et il m'est rien arrivé. Donc ça prouvait que le pouvoir était vraiment déjà à prendre. Il suffisait simplement pour les révolutionnaires de l'organiser. Il y a un petit détail qu'il faut rajouter quand même, c'est que Thomas Sankara essayait de négocier jusqu'au dernier moment avec Jean-Baptiste Ouedraogo, qui était le président, pour qu'il quitte le pouvoir. Comment il organise sa marche vers le pouvoir? Il n'est pas tout seul. Non. Et dans quel cadre organisationnel? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait... quand Thomas Sankara a été arrêté, les militaires de Pau, les commandos de Pau, c'est une ville qui est proche du Ghana, se sont tout de suite mis en alerte. Blaise Compaoré est arrivé le lendemain, mais ils avaient déjà pris les choses en main. Vous parlez beaucoup de Blaise Compaoré. On y reviendra. Ouais. Il jouait quel rôle? C'était considéré comme le second de Thomas Sankara. C'est-à-dire que... dans quelle structure? Il y avait une structure de militaires clandestines dans laquelle Sankara l'avait imposé en passant tous les examens qu'avaient dû faire les autres, puisque dans l'armée, il faut prendre beaucoup de précautions dans la clandestinité. Donc il avait imposé comme son ami quelqu'un de confiance. Et donc il y avait cette structure de militaires. Il y avait un réseau d'amitié, en fait, parce que moi, j'en ai rencontré d'autres qui m'expliquaient, il y avait une espèce d'amitié générationnelle, les gens se disaient, bon, on va y aller, etc. Quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui dans un pays où on va faire la révolution. Et il y avait, de l'autre côté, donc il y avait ça au sein de l'armée, et vraiment des hommes dans toutes les garnisons, hein, qui n'étaient pas très nombreuses, mais surtout à Pau, où c'était Blaise Compaoré qui dirigeait. Et le 17 mai, quand Thomas Sankara a été arrêté, il y a beaucoup de civils qui sont venus s'entraîner et qui se sont mis, et Blaise Compaoré s'est mis en rébellion. Alors, et il y a eu des négociations en permanence. Le coup d'État du 4 août, oui. La date elle est importante, hein, c'est pour ça qu'on insiste. Il y a du sang qui coule ou pas? Il y a un peu de sang, mais pas énormément. On dépose le président et il y a quelques résistances autour. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pris un peu les devants parce qu'ils pensaient que les autres militaires de l'autre camp allaient aussi faire un coup d'État. Ils se sont organisés, tout était prêt. Bon, plusieurs personnes disent, enfin j'ai plusieurs échos comme quoi il y a eu plusieurs essais auparavant, que c'était pas prêt, etc. Je pense que tout ça, finalement, le 4 août, ils viennent, ils sont accueillis par des civils armés qui font partie des organisations militaires clandestines, qui ont toujours eu des contacts étroits
et politique et amical, c'est-à-dire que Sankara avait des amis parmi les dirigeants des partis d'extrême gauche, et ensemble ils prennent le pouvoir. Donc ils sont... Mais on peut imaginer que la France était au courant de ces mouvements qui étaient grandissants. Et pourquoi elle n'intervient pas? La Haute-Volta ne l'intéresse pas à ce moment-là? Si, elle intéresse, puisque je vous dis, la France, d'après Sankara en tout cas, elle est intervenue pour le mettre à l'écart le 17 mai. Mais il avait un soutien populaire. Voilà, il était... Épisode très important. C'est pour ça que je vous dis que le 17 mai 83... le fait de l'arrêter a au contraire montré aux gens qu'ils étaient capables de manifester, c'est un point important. Même dans un coup d'État militaire. Du coup, et le 4 août, le fameux jour du coup d'État, il est accueilli. Il est accueilli avec joie, avec un peu quand même d'expectative, parce que tout le monde n'est pas révolutionnaire. Mais si vous voulez, il appelle tout de suite les gens à créer des comités de défense des révolutionnaires. Ça prend quelques jours, mais donc il y a une espèce d'euphorie dans le pays, parce que justement, on était dans un pays en pleine effervescence de politique depuis plusieurs années, et tout le monde savait qu'il allait y avoir un épilogue, qu'il allait y avoir une fin à ce conflit politique. Et le 4 août 83, c'est la fin des conflits politiques de différentes tendances politiques, et c'est le début de la révolution, parce que la révolution, c'est pas la prise de pouvoir. C'était la révolution contre quoi? Alors c'était la révolution contre ce que Sankara appelle les ennemis du peuple. Donc on va schématiser, c'est les gens qui ont dirigé le pouvoir, une classe politique qui pense plus à se servir qu'à construire le pays. Ce sont des gros commerçants qui pensent à s'enrichir plutôt qu'à essayer de distribuer leur richesse. Il y a aussi toute cette couche de gens qui vont dépenser leur argent à l'extérieur au lieu de dépenser dans l'économie nationale. Mais effectivement, est-ce qu'il y avait une révolution culturelle derrière? Alors la révolution culturelle, elle va avoir lieu petit à petit. C'est-à-dire que Sankara lui-même et ses amis ont une politique culturelle très importante. Elle va avoir lieu parce qu'on va changer le pays, parce qu'on va introduire, on va changer le nom du pays, pardon. Qui devient Burkina Faso, comme tout le monde le sait. Qui est créé avec plusieurs mots de la langue nationale. Il va y avoir toute une série d'un langage administratif qui va prendre des mots des langages nationaux. Il va y avoir les semaines nationales de la culture, une valorisation de l'habit traditionnel, une valorisation des cultures traditionnelles. C'est un des exemples des multiples chantiers qui vont être mis en œuvre pendant cette révolution. On va rentrer dans un point clé. Il est au pouvoir maintenant. Il va faire face à l'épreuve du pouvoir. Ce n'est jamais simple. D'abord, d'un point de vue économique, vous avez schématisé le Burkina vit de quoi à ce moment-là, et comment, lui, il va réussir ou pas à faire tenir le pays debout d'un point de vue économique. Alors, il aura des difficultés, mais le pouvoir vit de l'aide étrangère. Et donc de dette, finalement, l'aide étrangère... La fameuse dette. Voilà, c'est de la dette. Enfin, à ce moment-là, il y avait un peu d'aide gratuite, mais très peu. Et on était dans la période où, justement, la France avait décidé qu'elle conditionnait son aide au fait que les pays africains signent des accords avec le Fonds monétaire international. On était dans cette époque-là, et on n'aura pas le temps d'y rentrer, mais il y a eu cette négociation. Donc, le Burkina vit de ça, et vit de pas grand-chose. Et en fait, le pays est extrêmement pauvre. C'est-à-dire que les gens vivent avec le minimum. Il y a très peu de choses... Le pays ne fonctionne pas, en fait. Les fonctionnaires vont boire de la bière pendant les heures de boulot, etc. Enfin, vous connaissez un peu la situation. Donc le pays vit mal, il a un peu d'exportation, il est endetté, et il n'y a pas de... Alors lui, il réveille tout le monde. Il réveille non seulement les gens en ville, et il les met au travail de façon rigoureuse, avec de la répression pour ceux qui ne travaillent pas. On exclut les gens qui avaient été mis là par copinage, etc., qui ne venaient pas au boulot. En tout cas, on essaye, parce que ce n'est pas toujours facile. Et surtout, il va secouer l'administration, notamment la fonction publique. Voilà, il secoue l'administration, et il secoue la paysannerie. Il la secoue différemment, mais il la secoue surtout en s'adressant directement à elle et en essayant de lui donner confiance en elle-même. Vous savez, je vous ai dit que dans les campagnes, dans un pays sahélien, on travaille, on s'occupe des cultures 3 mois dans l'année et on a beaucoup de temps en dehors. Donc il va essayer d'introduire petit à petit, il crée des CDR aussi dans les campagnes pour bousculer les habitudes, bousculer un certain nombre de choses, on va avoir du mal à y rentrer en détail, et le souci premier, c'est d'organiser la production. Mais la structure de son mouvement politique, il arrive, il crée un conseil révolutionnaire dont il prend la tête. Oui. Quelles sont les 2-3 principales figures? Et puis, comment est-ce que ce conseil est ancré dans le pays? Quel est le maillage entre un groupe de militaires et finalement l'appareil d'État, le parti pour maintenir l'idéologie? Comment il s'organise pour ça? Et ça lui prend combien de temps? Alors, la structuration du CNR, elle est reportée à plus tard.
sont dans le CNR un certain nombre d'officiers et des civils. Et justement, il y a eu des critiques d'une des organisations que le CNR était très informel et que ça changeait tout le temps, qu'on avait du mal à s'organiser. Et la structuration du CNR, elle va avoir lieu vers la fin de la Révolution, peu avant qu'il se fasse assassiner. Mais surtout, la structuration du pays, elle se fait à travers les comités de défense de la Révolution, où là, on a une structure pyramidale qui s'organise assez vite. Les gens sont élus dans les quartiers en se mettant en colonne, etc. Et tout le monde va se mettre au travail. Donc, vous imaginez les difficultés. Il y avait peu de militants aguerris dans ce pays. Il y en avait quelques-uns qui sont venus à la tête de ces CDR. Mais il y a beaucoup d'opportunistes, etc., qui viennent et qui sentent qu'ils ont un rôle à jouer. Et donc, tout ça va effectivement créer des problèmes dans un second temps. Mais en tout cas, au départ, et au point de vue économique, au départ, il y a un vaste débat. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Sankara a une vision, il a une vision de ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas écrit. Et donc, tout son travail va être à faire des expériences, à faire des essais, revenir en arrière si ça ne va pas, lancer des idées, etc. Quand vous le rencontrez, ou alors dans ses discours, est-ce qu'il se définit d'un point de vue idéologique? Il se réclame d'un mouvement quelconque, il se réclame de quelques leaders, il est inspiré de qui? Marien Ngouabi, certains parlent de l'expérience Ngouabi au Congo, ou d'autres? Je pense que, Marien Ngouabi, je pense qu'il le connaissait, mais il déclare pas, moi je suis le fils de machin, le fils d'un tel, un tel. Ce qui est sûr, c'est que dans sa formation politique, il a lu tous ces gens-là. Enfin, tous ceux qui ont écrit, que ce soit Amilcar Cabral, Frantz Fanon, Lumumba, tous ces gens-là, il les a lus parce que c'est la formation de tous ces jeunes militants révolutionnaires africains et il les a côtoyés. Et il a aussi une formation marxiste assez solide. De temps en temps, en particulier quand il s'adresse à Cuba, il laisse plus ou moins entendre qu'il est marxiste, mais quand il s'adresse à un journaliste, il dit une phrase du genre « ça serait trop pour moi de dire que je suis marxiste, mais je prends partout où c'est bien ». Et il a aussi une culture religieuse importante. Mais pendant ces 4 ans, c'est important cette culture au-delà religieuse. Oui, culture religieuse. Il a une culture religieuse importante, c'est-à-dire qu'il est empreint de religion. Il a eu des problèmes avec la hiérarchie de l'Église. Thomas Isidore Noël Sankara. Voilà, mais il a été enfant de cœur. Sa famille est d'origine musulmane, en fait. Son père s'est converti pendant la guerre, et sa famille est musulmane. Et moi, j'ai un très bon ami, un oncle de Sankara, qui est resté musulman. Et il connaît parfaitement le Coran, la Bible. Il est nourri de tout ça. Il dit que s'il va père sur une famille, île, il prendra Lénine, la Bible et un troisième livre, je pense que c'est la Bible et le Coran. Voilà. Il dit qu'il lui faut tout ça pour... Donc il se déclare en tout cas comme ça. Mais je pense que... et donc il a une forte culture politique qui s'est nourrie depuis Madagascar, où il a fait des cours dans une école militaire d'officiers. Il commence au Cameroun, à l'école militaire interam. Où il a été à Madagascar, où il a passé 3 ans, il a fait sa première école d'officier. Et là, il y a des sociologues, et parmi ses profs, il y a des gens qui ont participé à la révolution qui a lieu dans le pays dans les années 70. Donc il est nourri de ça. Il s'inspire par exemple des expériences des Bérets Verts, qui sont des soldats qui font dans la production. Il fait l'école de Yaoundé, il fait l'école de Madagascar. L'école de Yaoundé, je pense pas qu'il l'ait fait. Je pense... C'est important. Il l'a fait, mais enfin, c'est peut-être un détail qu'on va clarifier plus tard. Si, oui. Il fait l'école de Yaoundé, il fait Madagascar, puis il fait Rabat. Oui, alors après, si vous voulez, son école militaire, c'est quand même Madagascar, 3 ans, plus 1 an dans les Bérets Verts. Et après, c'est des stages. Yaoundé, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, si vous le dites, il y a en tout cas Rabat, il y a des stages à Pau en France, et c'est là qui continue à avoir d'ailleurs tous ces jeunes révolutionnaires africains avec qui il a des contacts très réguliers. Et donc, il se nourrit de tout ça. Il est lui-même très curieux, il demande en permanence des livres, il préfère justement ne pas avoir qu'une seule, parce qu'il y a plusieurs groupes d'extrême gauche qui se réclament de la Chine, de Cuba, enfin peut-être pas de Cuba, mais de la Corée, de l'Albanie, et lui, il veut avoir des rapports avec tout le monde. Là, on a abondamment parlé de l'idéologie pour plus de la moitié de l'émission, c'était important, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre de lui? C'est ce qui l'animait, ce qui était le moteur de sa pensée. C'est ce qu'on a essayé de comprendre, parce que le reste, ça va être des discours retentissants. C'est quelqu'un d'insaisissable, une espèce d'ovni, ça c'est mon propos, sur la scène internationale, et il déroute tout le monde, et il se fait pas que des amis. Alors, juste de quoi il se nourrit? Parce qu'on a parlé politique, mais c'est un homme profondément
humaniste, humain, et toute son enfance est jonchée d'anecdotes où on raconte son humanité. Et en fait, la souffrance, la misère est une souffrance pour lui. C'est-à-dire qu'il est nourri de ça. Il est pourtant d'une famille de privilégiés, mais il est en permanence, puisqu'il a tout le temps été en brousse, il a eu à encadrer des militaires avec rien du tout. Il est nourri de ça, et il a cette révolte, et il va cultiver, même au pouvoir, le contact avec la population, parce que fondamentalement, c'est ça qui le nourrit. Parce qu'il est fatigué souvent de ces cadres pseudo-révolutionnaires qui sont révolutionnaires, qui ne sont pas. Il est fatigué des discours politiques. Enfin, il aime ça, mais en même temps, parfois, ça le fatigue. Il est pragmatique. Et concrètement, au pouvoir, ça donne quoi? Comment va le Burkina en 83? Comment va-t-il en 87? Alors, on ne va pas faire un gros tableau. En tout cas, tout le monde, y compris les agences du Fonds monétaire international, dit que l'économie est une réussite. Donc, est une réussite. Et tous les indices économiques... Alors, il parvient, donc c'est ça. Il y a donc... Sankara a aussi, on n'en a pas parlé, donc on va en profiter, il est pédagogue. C'est-à-dire qu'il sait que il sait qu'il faut mettre son peuple au travail. On ne fait pas de révolution sans mettre son peuple au travail. Et en plus, pour que le peuple se mette en travail, il faut sans doute un peu de contrainte, mais il faut aussi que ce peuple, il y croit. Et donc il commence, et il avait ce discours-là quand je l'ai rencontré 15 jours avant, il commence par donner des objectifs aux gens qui peuvent se réaliser. Et je vais vous donner un exemple assez simple. Dans un village, il y a plein de choses à faire, il dit, on va donner aux gens des objectifs, qu'ils apprennent à travailler ensemble et qu'ils se donnent des choses sans forcément attendre qu'on leur donne l'aide. Et c'est par exemple construire des terrains de football ou des choses comme ça. Et il dit, et donc il pousse pendant... Les CDR se sont mis en place très rapidement. Et ces CDR vont être l'instrument de discussion de l'ensemble du pays. On va mettre en place ce qu'il appelle... même ceux qui ne... populaire de développement. Même ceux qui le combattaient, pardon de vous couper parce qu'on commence à accélérer, reconnaissent que sur le plan économique, c'est une réussite. Bon, on peut dire que ceux qui l'ont attaqué quand il est mort, on dit que c'était la gabegie, etc. Mais je veux dire, il y a même un ministre de l'économie qui a été ministre sous Sankara et qui est resté ministre de l'économie sous Blaise Compaoré, qui a écrit un livre qui s'appelle Les politiques économiques de Burkina Faso, qui dit du bien de la période révolutionnaire. Vous avez aussi Henri Zongo, qui a été son ministre, qui a suivi Blaise Compaoré de gré ou de force, c'est difficile, puisqu'il a été tué un an après, et qui refuse qu'on attaque la politique économique du CNR. Donc après, dans les anecdotes, on peut toujours revenir, mais fondamentalement, on ne peut pas attaquer le CNR sur le manque de réalisation. Alors, il est de notoriété publique que la Côte d'Ivoire, d'Houphouët-Boigny, va très mal vivre la parenthèse Sankara. Est-ce qu'il y a des faits précis qui l'attestent? Est-ce que le président Houphouët-Boigny, à cette époque, manifeste d'une manière ou d'une autre son mécontentement? Bon. Dans les détails, il y a beaucoup de conflits diplomatiques. Il y a des conflits diplomatiques, des problèmes parce qu'à un moment, Thomas Sankara devait prendre la tête d'une agence internationale, et puisque c'était par ordre alphabétique, je pense que c'est la CEAO, et Houphouët-Boigny s'y oppose. Il y a eu des discours aussi de la part de Sankara très agressifs contre la Côte d'Ivoire. Il y a eu la guerre du Mali, etc. Donc il y a eu des conflits permanents, et il y a eu des tentatives vous savez, Houphouët-Boigny est quelqu'un qui s'est joué de tout. On a appris même quand il est mort que c'était quelqu'un qui savait aussi être violent, alors que le pouvoir disait toujours que c'était l'homme de la paix, etc. En tout cas, il y a eu des conflits depuis très longtemps. Et ce qui va accélérer les conflits, c'est que Sankara va être populaire en Côte d'Ivoire. Et ça, c'était peut-être... Il est populaire par ses discours qui ont fait un homme plus important, on va dire, qu'Houphouët-Boigny sur la scène internationale, puisque d'un point de vue idéologique. Pas seulement d'un point de vue idéologique. Les journalistes aiment les personnalités. Ils aiment les gens qui éclatent devant les caméras. Et Sankara explose devant les caméras. Et il y a ça. Et il est aussi le fait que la réussite dans son pays fait de l'ombre à ce qui se passe dans son propre pays, la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il est très populaire, à tel point que les dirigeants africains vont tout faire pour que quand ils le reçoivent, ils ne le reçoivent pas dans les capitales pour éviter des manifestations. Qui sont ses amis néanmoins parmi les chefs d'État africains? Alors, on ne s'affiche pas officiellement avec lui? Si, il y a, évidemment, le meilleur ami, c'est Jerry Rawlings au Ghana, qui est son ami, et qui sont du même âge, qui sont aussi des officiers, etc., qui font tous les deux des expériences révolutionnaires à leur façon. S'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, qui est très important, c'est que Sankara, malgré cette culture, on va dire, je ne vais pas dire occidentale, parce que le marxisme, pour moi, est universel, mais il n'a malheureusement pas assez travaillé sur l'Afrique, mais il y a cette culture africaine profonde.
monde, c'est-à-dire ses rapports avec la famille, ses usages. Donc c'est un personnage paradoxal parce que il est très ancré de ses rapports comment dire, de politesse avec les anciens, etc. Mais en même temps, il les attaque et il est toujours. C'est un personnage paradoxal qui va toujours faire ça, qui va toujours passer de l'un à l'autre. Ça dure 4 ans. Le retentissement est immense et il va mourir. Donc on est dans un moment important parce que l'Afrique attend aussi de comprendre ce qui s'est passé. Qui décide de le tuer? Est-ce qu'on le sait ou simplement ce sont des hypothèses? Non, on en est au stade d'hypothèse. On a des témoignages, et on sait en tout cas que la femme de Blaise Compaoré est une Ivoirienne qui fait partie de l'entourage d'Houphouët-Boigny. Et cette femme, il se marie avec elle en 1985, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de Thomas Sankara. Et cette femme-là n'est pas du tout une femme révolutionnaire. C'est une femme qui aime le luxe, qui aime le champagne, etc. Et Blaise Compaoré tombe amoureuse d'elle, je pense on l'a présenté, parce que c'est Sankara envoyait Blaise Compaoré négocier avec Houphouët-Boigny. Il la rencontre, il tombe amoureux d'elle. Et effectivement, petit à petit, on va amener à changer Blaise Compaoré, qui probablement, au début, était un révolutionnaire très proche de Sankara et probablement sincère. Mais il se trouve, voilà, il y a cette chose-là. On a essayé, vous savez, Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un qui distribue de l'argent, donc il donne de l'argent à cette famille. Je sais par un oncle de Thomas Sankara qui est prêtre, qu'il a aussi donné beaucoup d'argent le jour où ce prêtre a eu son, je ne sais pas comment ça s'appelle, un thème religieux. Voilà, et donc il était gêné, il a demandé à Sankara qu'est-ce qu'on fait. Sankara lui dit tu mets ça à la caisse de l'État, etc. Donc il y a toujours ce travail-là, et probablement qu'il a fait la même chose avec un certain nombre de gens. Pourquoi vous parlez de Compaoré quand on parle de Sankara? Parce que Compaoré est celui qui a organisé sur place avec d'autres, mais l'assassinat de Sankara, et ce sont des hommes... Vous le dites de façon très affirmative, très formelle. Oui, c'est parce que... Je dis pourquoi affirmatif, c'est qu'il y a des journalistes burkinabés qui ont enquêté, qui donnent le nom du commando qui a tué Sankara. Alors ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont des militaires à partir de quel moment la décision est prise? On ne sait pas quand la décision est prise. Oui, la période à peu près. Qu'est-ce qui les emmène à trancher? Est-ce que Sankara sent venir quelque chose? Est-ce que Il y a un autre livre de notre ami qui fait une espèce de roman. Antonio Lozano sur l'affaire Sankara. Il fait une fiction, mais qui s'appuie énormément sur la réalité et qui fait même un scénario du jour de l'assassinat, le fameux 15 octobre. Racontez-nous un peu ça. Peut-être pas comme lui, mais sur les faits. Alors lui c'est une fiction. Nous, pour ma part, dans les travaux que j'ai faits, difficile de savoir. Un jour, il y a une réunion, on décide de tuer Sankara. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de témoignages qui mettent en évidence l'existence d'un complot. Donc, je vous disais, le nom du commando est connu. Ce sont des hommes qui sont qui sont commandés directement par Gilbert Diendéré, qui est le numéro 2 de Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui le chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré. Ce sont des hommes dont on connaît les noms, qui étaient dans le commando. Qui faisaient partie des proches de Sankara. Diendéré, en tout cas, Blaise Compaoré, les hommes, c'est des hommes de troupe, ils obéissent au chef. C'est de la sécurité présidentielle. Mais il y avait, c'est un peu compliqué, il y avait 2 types d'hommes à la sécurité présidentielle. En tout cas, ceux-là, on connaît leur nom. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a... Depuis, on a d'autres témoignages extrêmement importants. En particulier un documentaire italien, dont l'auteur s'appelle Silvestro Montanaro, dont on vient malheureusement de supprimer l'émission en Italie, sur la règle numéro 3, alors qu'il a fait beaucoup d'émissions sur toutes sortes de sujets. On peut retrouver son émission sur Internet, encore, voilà. Celle-là. Voilà. Donc, il y a des témoignages tout à fait étonnants, mais qui sont inversés au dossier. Qui avaient intérêt à ce qu'ils disparaissent. Est-ce qu'au Houphouët-Boigny est seul? Quel est le rôle de la France? Et comment est orchestré finalement, maquiller le scénario, la mise en scène de sa mort et tout ça. Alors, et de comment ensuite ils vont s'installer au pouvoir. Ces témoignages. Donc, c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il faut accepter de laisser un peu de temps. En 89 va être déclenchée la guerre du Libéria. Ces gens de Charles Taylor viennent demander à Sankara de l'aide, ils refusent. Et Blaise Compaoré leur dit, ça c'est eux qui le disent dans leur témoignage dans ce film, il leur dit, si vous m'aidez à tuer Sankara, les Libériens, les compagnons de Charles Taylor, il lui dit, si vous m'aidez à tuer Sankara, je vous mets en contact avec Kadhafi et je vous aide à engager la guerre au Libéria. Donc vous voyez... Reprenez. Oui. Si vous me mettez en contact, si vous m'aidez à tuer Sankara, qui le dit? C'est Blaise Compaoré qui dit ça aux Libériens qui demandent de l'aide pour aller faire la guerre au Libéria.
D'accord. Voilà. Une guerre dans laquelle est mêlée la France et la Côte d'Ivoire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ces gens-là ont soutenu cette guerre de façon plus indirecte. Houphouët-Boigny l'a connu, il est de notoriété publique, c'est le général Gay qui a contribué à cette guerre. Mais on va terminer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pour ça que le complot est très difficile à cerner. C'est qu'il déclenche, la mort de Sankara déclenche beaucoup de choses. En tout cas, pour en revenir au complot précisément. Parlons de la France. Oui. La France voit d'un mauvais œil un leader africain qui est capable de soulever une jeunesse, voilà, qui est capable d'amener des mouvements révolutionnaires dans des pays où tout est figé. On est dans les années 80, ça n'a même pas beaucoup changé aujourd'hui. Et elle sous-traite, comme ça se fait dans ces cas-là, à la Côte d'Ivoire. Un peu, mais... Qui était, voilà, Houphouët-Boigny savait faire depuis très longtemps. Les témoignages que j'ai sur la Côte d'Ivoire, c'est le fait que Houphouët-Boigny a donné... Bon, il y a cette histoire de la femme de Blaise Compaoré, qui est quand même quelque chose de très important. Ça, c'est des histoires personnelles. Il y a des témoignages, en particulier de Bernard Doza, qui a rencontré le chef de cabinet d'Houphouët-Boigny, qui dit qu'on a donné une grande somme d'argent pour diffuser des tracts, pour faire et diffuser des tracts au Burkina Faso. Et moi, j'ai vu ces tracts, puisque j'étais là à l'époque, des tracts dont le seul objectif, c'était de monter Blaise Compaoré contre Thomas Sankara, puisqu'ils s'insultaient, les camps, ils s'insultaient, mais sans aucune question politique, en fait, vous voyez. Donc il y a ce climat qui Sankara est créé... ne voit rien venir. Il voit, bien sûr qu'il voit, tout le monde lui dit... Mais il n'y croit pas. Si, il y croit, enfin, il fait peut-être semblant de ne pas y croire. C'est mon frère. Voilà, et je sais, la question de savoir s'il y croit ou pas, elle est un peu complexe, je pense qu'il y croit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui... Est-ce qu'il a été isolé à un moment donné ? Isolé, il y avait des gens, il y avait un complot contre lui. Donc à l'intérieur aussi, il y a des gens qui se liguaient contre lui, qui créaient des mécontentements artificiels et se créaient cette alliance. Des gens, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui trouvaient que Sankara était un réformiste et qui avançaient des discours extrémistes que faisait semblant de soutenir Blaise Compaoré pour créer une fronde contre Thomas Sankara. Par contre, il avait des soutiens effectivement extrêmement importants et il a toujours pris des initiatives politiques pour essayer d'arranger la situation. Donc vous voyez cette chose-là entre des conflits internes qui sont créés de façon artificielle, mais qui existent, dans toute révolution, il y a des problèmes internes, et vous avez la situation internationale, la préparation de la guerre du Libéria, et effectivement un dirigeant tiers-mondiste qui est écouté sur la scène internationale, qui fait des discours, parce que là on a un discours qui est improvisé, mais qui est très dur pour le monde occidental, mais il fait des discours à l'ONU qui ont des échos extrêmes, où il se fait le porte-parole des pauvres du monde, en fait. Donc il est dangereux. On va résumer le contexte. Voilà un officier qui est au pouvoir dans un pays depuis 4 ans, et en 4 ans, il est devenu une icône. Il est devenu la bête médiatique que l'on connaît, il est devenu le porte-parole de tout un mouvement progressiste, révolutionnaire, africain. Il fait donc peur, parce que ça peut faire effet boule de neige, comme on dit. Et donc, qu'il s'agisse de dirigeants occidentaux, qui ne voient pas d'un bon œil quelqu'un qui débarque sur la scène où tout est figé, qu'il s'agisse même d'anciens, de vieux crocodiles africains, ils ne voient pas d'un bon œil non plus les discours sankaristes. Donc, d'une certaine façon, la cause est entendue. Absolument. On n'a pas besoin de... Donc, si vous voulez, on peut même dire, parce que les gens disent pourquoi il n'a pas pris ses devants. Et à l'intérieur, il savait qu'il était, si vous voulez, il savait qu'il était... cerné. C'était fin pour lui, c'était fini pour lui, et il ne voulait surtout pas faire comme on a eu en Éthiopie ou d'autres pays, où les révolutionnaires commencent à s'éliminer les uns les autres, et ça devient des dictatures ingérables, et qui deviennent des repoussoirs, plutôt que des modèles. Et en prenant cette attitude, il a gardé une certaine pureté à cette révolution. Moi, je suis un révolutionnaire et je continue jusqu'au bout. Et c'est pas moi qui vais tirer sur mon copain. Voilà, je vais continuer des initiatives politiques. Et on a retrouvé il y a 2 ans et demi le discours qu'il devait faire le 15 octobre, où il annonce encore des initiatives politiques. Est-ce qu'il a eu des moments où il a pu avoir des dérives autoritaires ? Alors... c'est un peu compliqué. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a sauvé la tête d'un certain nombre de personnes. Il y a eu des gens qui ont été en prison. Il a pris des initiatives personnelles. Est-ce qu'il était autoritaire ? C'est pas le terme qui convient. Il prenait des initiatives personnelles. Il était très dur avec son entourage. Il dirigeait tout le monde, mais il n'a jamais été un dictateur. C'est-à-dire que même si parfois il annonçait des mesures dont les autres étaient étonnés... Est-ce que la presse s'exprimait pendant qu'il était là ? Alors ça, c'est l'autre côté, si vous voulez. Il y a une démocratie naissante à travers les comités de défense de la Révolution, mais la presse, le pouvoir d'opposition, avait Ils vont être 3 minutes pour nous expliquer tout ça. Oui, non, on ne peut pas dire qu'il y avait liberté de la presse. Voilà, si vous voulez, il y avait des débats politiques qui existaient au sein des partis révolutionnaires, mais c'est vrai que les partis
opposés à la révolution ne s'exprimaient pas, et ils essayaient même pas d'ailleurs. Comment il est tué? Et il n'y a pas eu tellement, si vous voulez, pour bien illustrer, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de prisonniers politiques. Il n'y a pas eu d'assassinats politiques. Il y a eu des gens accusés de coup d'État qui ont été fusillés, mais il y a dû y avoir une douzaine d'exécutions pendant la Révolution, alors que si vous voyez au Ghana à côté, il y en a eu plusieurs centaines. Vous voyez la différence? Alors effectivement, c'était une situation d'exception. Mais Sankara avait plusieurs fois dit qu'il fallait dépasser ce stade-là. C'est pour ça qu'il voulait créer un parti politique pour ouvrir le débat politique. Le 15 octobre. Ben, il est tué, il y a un commando, il y a une réunion, il y a un commando qui rentre dans la réunion et qui tire sur lui. Voilà. Ça, c'est très simplement. Non, il y a 12 personnes qui sont mortes, il y en a 7 collaborateurs, 2 gardes du corps, etc. Enfin, voilà comment il est tué, mais c'est pas... Il n'y a pas d'autres morts ensuite dans le pays du fait... Il y a des morts sous Compaoré, il y a des gens qui sont explosés, il y a des attentats, mais ça, c'était parce que Blaise Compaoré, devenant libéral, il y a quelques révolutionnaires sincères qui croyaient que Blaise Compaoré continuait la révolution, et ils se sont battus pour qu'elle continue, et il y en a 2 dans les jours, les semaines qui suivent. Ça a duré 1 an ou 2, je ne sais plus exactement. Il y a eu des gens qui ont été torturés dans les prisons de Blaise Compaoré, donc le pouvoir autoritaire, il a été de l'autre côté. C'est difficile de faire une émission sur Sankara. Si vous voulez, pour terminer, parce que on n'a pas le temps d'expliquer autoritaire, pas autoritaire, démocratie formelle, comité de défense de la Révolution, exercice du pouvoir populaire. Ce qu'il faut comprendre, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, Thomas Sankara est très populaire, et y compris, j'en ai vu beaucoup, des gens qui se plaignaient pendant la Révolution soit d'avoir été licencié injustement, etc. Est-ce qu'il était naïf un peu de ne pas s'imaginer qu'avec un tel discours, on allait en finir avec lui? Je pense qu'il savait qu'on allait en finir avec lui, puisque, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il accepte. Oui, il a ce côté. Je vous ai dit, je pense, bon, il a ce côté messianique parce qu'il a quand même une profonde éducation religieuse, mais je pense que sciemment, il sait qu'il ne doit pas tuer, parce que des autres lui proposent de tuer Sankara. Hein. On a les témoignages de tuer Compaoré, pardon, excusez-moi. D'autres lui proposent. Lui, il dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, qu'on est un dirigeant politique. On ne tue pas. D'abord son ami, ça pour son éthique, c'est impossible. Je vous donne le mot de la fin sous la forme d'une question. On ne tue pas son ami et on ne règle pas les problèmes politiques en tuant les gens. Je vous donne le mot de la fin sous la forme d'une question. Après, vous partez comme vous le sentez. Allez-y. Est-ce que vous pensez que l'Afrique a raté un rendez-vous avec quelqu'un? Bien sûr, parce que, je veux dire, l'Afrique, et quand on voit la popularité de Thomas Sankara, on sent qu'une bonne partie de l'Afrique est prête à ça. Alors c'est vrai que les gens idéalisent un peu, et moi je me bagarre en tout cas pour la vérité. Hein. C'est pour ça qu'il faut écrire des beaux livres, il faut travailler. Donc on idéalise un peu ce que c'est qu'une révolution. C'est pas une chose facile. Mais quand on voit d'abord la situation de l'Afrique aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est en pleine croissance, mais on sait que la population n'en profite pas. C'est souvent des investissements étrangers, etc. Bon, et la demande est telle envers Thomas Sankara qu'on se dit oui. L'Afrique, et en particulier la jeunesse a besoin de leaders comme ça, parce qu'elle ne demande qu'à s'engager. Elle ne demande qu'à s'engager pour son continent, pour son pays, et pour leurs parents et leurs petits frères, pour que tout le monde aille à l'école et tout le monde boive du lait tous les jours. Ça passe très vite, ça passe très vite. C'était 52 minutes, très très rapide. Voilà pourquoi on a choisi de ne pas mettre toute une panoplie d'extraits vidéo, parce que ça allait encore nous retrancher du temps sur un temps que nous n'avons déjà pas. La télévision a parfois des frustrations. Même moi, j'ai encore soif d'apprendre. Mais je voulais qu'on comprenne ces 4 années. Parce qu'on a tout dit sur Sankara, il y a tout sur Internet. Mais je voulais comprendre avec vous la démarche intellectuelle, la démarche idéologique. J'espère qu'on y est parvenu, mais en tout cas qu'on vous a donné des clés de compréhension. Vous avez des livres. Vous avez ce livre de notre invité, Bruno Jaffray, biographie de Thomas Sankara, La patrie ou la mort. Celui-là se lit plus. Merci à notre ami Antonio Lozano qui nous a permis cette rencontre d'ailleurs. Et puis, voilà, je vous donne rendez-vous sur le site internet. Rendez-vous dans 15 jours pour une émission plus en beauté, je dirais, sur l'histoire d'une esthétique.